Il y a un truc qui est factuel et que les gens se rendent pas forcément compte, mais la plupart de nous, on va pas atteindre nos objectifs, tu sais. Ça, c'est moi. Enfin, c'était moi à 15 ans, un bon loser qui faisait pas grand chose de sa vie. Et ça, c'est moi 5 ans plus tard, en train de jouer un match de Coupe d'Europe après avoir signé mon premier contrat pro. Oui, j'ai perdu plus de 120 000 € et ça fait chier. Les gens associent des fois trop, je trouve, la vente à quelque chose de négatif, alors que, comme tu dis, à la base, on vend aussi parce qu'on a quelque chose qui va amener de la valeur à l'autre. Et non, on va pas le faire gratuit, toi, genre, on est sympa, toi, mais il y a des limites. J'ai l'impression que l'écart se creuse de plus en plus dans les consommateurs de contenu. Le problème, c'est que la majorité des gens débranchent le cerveau en allant sur le réseau. Mais complet. Le plus gros tournant de ma vie, de toute façon, c'est cette vidéo que j'ai faite, la première vidéo qui a explosé et qui a fait presque un demi-million de vues. En même temps, je m'étais mis un peu un ultimatum où si cette vidéo elle marchait pas, je sais pas, peut-être j'arrêtais. Mais dans ma tête, en tout cas, je m'étais dit, mec, si vraiment ça marche pas, tu passes vraiment pour un clown. Si t'avais dû monter la marque sans ta marque personnelle. Mec, j'ai pas envie de dire impossible, hein, mais très compliqué. Voire, je sais pas si je me serais lancé là-dedans. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 19 de Just Brain, un podcast où on parle branding, marketing, design et communication. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir un nouveau Suisse, Mathias Montavon. C'est ça. A.k.a. entrepreneur, sportif de haut niveau, créateur de contenu. T'es un youtubeur qui fait des vidéos depuis très longtemps. Moi, je te suis depuis 4-5 ans. Facile. Donc ça fait super plaisir de t'avoir dans le podcast. On a pas mal de points en commun en vrai. Sport, entrepreneuriat, infoprenariat un petit peu, marque de produits. Donc c'est cool. T'es un sportif de haut niveau aussi. Tu fais du volley semi-pro, ce qui est très stylé quand même. T'es quand même payé pour faire du sport. C'est sympa, ouais. Donc, et ils le savent pas, mais je le ferai quand même si je t'ai pas payé. Faut pas leur dire. Mais faut pas leur dire. Dites rien. J'aime bien te définir comme un homme déterminé, mais très humain. Tu vois, qui peut des fois s'opposer. Tu vois, où les gens vont dire ouais, je suis déterminé et je suis prêt à mettre mon humanité de côté. Toi, je trouve que tu arrives à allier les deux facilement. Ouais. Genre, c'est très naturel chez toi. C'est vrai que je sais pas si c'est toujours l'intro où on peut engager une discussion, mais en tout cas, j'avoue qu'il y a un truc que j'ai appris avec le temps, c'est que je me sens mal quand j'ai l'impression de faire quelque chose que j'aurais pas fait. Enfin, tu vois, si ça vient pas de moi-même, après, je regrette un peu. Je déteste cacher des choses. Tu sais. J'aime me sentir bien dans ce que je fais, dans ce que je partage, etc. Et du coup, en fait, c'est pour aussi vivre avec légèreté un peu, tu sais. Ça me permet justement de me sentir vraiment bien chaque jour, de faire ce que je kiffe et sans me prendre la tête et sans me dire là franchement plus un peu la merde ce que je viens de faire, même si ça me ramène beaucoup, voilà quoi. Mais on sent le bonheur. Ah ouais? Bah, tu sais, moi c'est contagieux, je trouve. Ok, bah ça régale en vrai, parce que c'est vrai que bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est dans un contexte sympa où j'ai une discussion avec un gars et où ça va être intéressant, tu vois. Donc, forcément, je suis content. Et c'est pas ça, c'est pas comme ça toute la journée, tu vois. Ah ouais. Mais, bah ouais, en vrai, je suis quand même pas mal d'anxiété aussi. Ouais. Je doute de fou tout le temps sur tous les projets que j'ai. Et c'est vrai que la plupart du temps, je me tire les cheveux chez WAM. Non, mais. Le revers de la médaille. C'est le game, quoi. Ouais, mais ça fait partie du jeu, je suis d'accord avec toi. Bien sûr. Tu es un pote de Eric Flag et Elliot, comme c'est comme ça que je t'ai rencontré, des gros influenceurs fitness, enfin street. Et moi je t'avais rencontré du coup dans une vidéo où tu apprenais à faire une figure avec ces mecs-là. Ouais. Donc, et donc t'avoir là en physique, je vais le répéter, hein, mais je m'en bats les couilles. Ça fait trop plaisir. Plaisir partagé. Et du coup, depuis 2 ans, tu te lances dans l'infoprenariat après avoir du coup monté ta marque de bijoux Bilost. Ouais. Marque de bijoux en argent. Ouais, c'est ça. Frappé à la main. Exact. Donc trop bien. C'est mieux que de faire une marque de sap, enfin de t-shirt. Ouais, ça dépend. C'est plus original. C'est différent, on va dire. Alors, en fait, avant d'avoir fait la marque de bijoux, j'avais fait une marque de vêtements, justement.
Je pense que toi, si tu me suivais depuis l'échec avant la réussite, tu as dû voir le passage avec la marque de vêtements. Ça me dit quelque chose. Donc je suis passé par là aussi. Il y a eu plein d'histoires, ça a été très compliqué. Ça a été, je pense, l'expérience qui m'a le plus appris humainement et au niveau des compétences. Donc je regrette absolument rien, mais par contre c'est vrai que ça a été assez dur, surtout la fin, où on s'était séparés parce qu'on était 3, etc. Il y avait des mésententes, des malentendus, etc. Donc très désagréable justement le côté humain quand ça va plus dans un projet. Donc cette période passée, c'était quand même un bon soulagement et ça m'a amené à justement faire la marque de bijoux avec le message qu'elle a. Donc au final c'est quelque chose de beau qui s'est créé, quoi. Et bah écoute, moi je te propose d'entamer directement sur du coup la brand de ta marque de bijoux. Vas-y, let's go. Comment parce que moi il y a une question qui vient un petit peu me titiller, c'est en général tu vois les infopreneurs ils lancent une marque où ils font des placements de produits et la marque dépend de ce dernier. Mais toi la marque t'as un peu dépassé. Un peu, ouais. Dans un sens oui et dans un autre non, dans le sens où c'est vrai que la marque elle a pris une belle ampleur. Sur Instagram, tout d'un coup, le compte il a explosé au début en plus, donc on s'y attendait pas forcément, c'était assez fou. Mais ça a pris. Enfin, c'était assez fou parce que les gens se sont abonnés sur le compte pour de la motivation, mais pas forcément pour des bijoux. Donc en fait, la transition, elle était plutôt là. Le vrai challenge, il était plutôt là. Au lieu de. Enfin, la galère que la plupart des gens, quand ils lancent une marque, en général, c'est de se faire connaître. Et nous, c'était plus de faire comprendre qu'on est une marque de bijoux et pas juste un compte motivation, tu vois. Et comprendre que justement derrière, il y a plus que ça, il y a plus que juste un reel d'un mec qui parle et qui essaie de partager un message. Mais il y a toute une philosophie, une vision, une histoire de deux potes qui créent des bijoux et qui ont envie de transmettre un message avec. Et c'est un peu là-dessus qu'on s'est concentré ces derniers temps pour justement faire bien comprendre ça aux gens. Et donc c'était vraiment là le challenge, ouais. Ok, donc du branding pur et dur. Ouais. Et du coup, c'est quoi concrètement, si on peut aller un peu dans les détails, comment est-ce que tu as mis ça au point? Parce que tu as rencontré un problème qui est peu commun, de réussir à recibler ta brand. Comment est-ce que vous y êtes pris? En fait, déjà, il faut savoir que notre message, il était vraiment particulier et quand même depuis le début, on avait le message qui était justement de pousser les gens à se perdre, à aller découvrir l'inconfort et ce qu'ils peuvent en retirer de ces situations un peu difficiles qu'ils peuvent traverser. Et surtout, il y avait un message très rassurant que j'aime beaucoup et qui va très bien avec la personnalité que j'ai et la personnalité de Lucas aussi, qui du coup est le cofondateur, mon pote avec qui j'ai cofondé la marque, qui était que en fait, genre si quand ça va pas, c'est ok, tu sais. Souvent dans les vidéos de motivation ou les trucs, on nous pousse tout le temps, on nous dit faut pas lâcher, faut faire ci, faut faire ça, machin, te repose pas, vas-y, travaille, etc. Et du coup, on est arrivé avec ce message un peu à contre-courant où on a juste dit mec, si ça va pas, chill, ça fait partie de la vie, tout le monde passe par là, donc tranquille, respire. Et tu verras qu'avec le temps, ça va aller. Et tu verras qu'avec du recul, tu vas même en ressortir grandi. Et c'est vraiment là toute l'idée de Bilos, de pousser les gens à se perdre pour aller dans des endroits qu'ils ne connaissaient pas avant, pour apprendre à se connaître et à en sortir grandi. Donc c'est ce message-là qu'on a quand même toujours eu sur la marque, sur le compte, tout simplement parce que notre première vidéo postée sur le compte, c'est l'explication de notre message. Donc déjà là, on avait ça et les gens ont vraiment accroché à ce message. Donc ça a été une énorme aide pour par la suite dire ok, genre si jamais c'est ça la base du compte et c'est pas les vidéos de motivation qu'on vous poste et qui nous a fait grandir. Sachant que tu vois, ça aurait été plus compliqué si de base on faisait vraiment que des vidéos de motivation et après on arrivait avec un message un peu genre tiens, le projet il marche, il faudrait qu'on trouve un message pour les gens, tu vois. Genre là vraiment les gens ils ont ressenti que c'était sincère et que c'était vraiment notre expérience. Et nous justement pour revenir sur le lien qu'il y avait avec la marque de vêtements, c'est que justement on s'était fait un peu entuber la marque de vêtements, honnêtement. On était 3, donc Lucas, moi et la personne qui est partie avec le projet. Et on s'est senti mal parce que c'était beaucoup de travail, c'était des années, enfin 1 an et demi ou 2 presque de taf où on croyait en ce projet, on le kiffait en vrai et au final on s'en ressort
un peu avec rien. Après, je suis à l'origine de l'arrêt du projet, mais je suis sorti perdant parce que voilà. Pour des raisons. Gagnant en expérience. Mais voilà, exactement. Perdant du projet, mais gagnant par contre en expérience de fou. Mais du coup, j'avoue, on se sentait pas très bien avec mon pote. On était là, vas-y, on a bossé 1 an et demi pour rien gagner, à part de l'expérience, bien sûr. Mais tu sais, sur le moment, tu t'en rends pas forcément compte. Et on s'est regardé, on s'est dit, mais mec, viens, franchement, de cette situation de merde, on en crée le truc le plus dingue possible, tu vois. Et c'est là qu'est né Belost. Et justement, la marque est un peu notre renaissance de l'expérience d'avant, en quelque sorte. Et c'est pour ça que le message, il a impacté et les gens se sont reconnus parce qu'ils se sont dit, putain, j'avoue, en fait, ils n'ont pas créé une marque et ensuite un message. Ils avaient un message à transmettre et ils l'ont transmis à travers une marque. Et pour moi, en parlant de personal branding, je pense que c'est un des trucs les plus importants, c'est que tu aies un truc lié à ton histoire, à ton expérience qui est sincère, que tu as envie de transmettre aux gens. Et à partir de là, tu construis le projet un peu derrière toi. C'est pas l'inverse. Souvent, les gens ils disent, je vais faire une marque de vêtements. Ok, bon, alors il faut un message parce que souvent, quand même, il y a un storytelling dans les grandes marques. Qu'est-ce que je vais faire, tu vois? Et pour moi, je le prends vraiment à l'inverse. Et ça va dans ce côté aussi de sincérité et d'authenticité que j'aime beaucoup mettre en avant quand même. Donc, ta question de base, c'était comment j'ai fait le switch. Voilà, on avait du coup ce message. Je crois que j'ai touché un peu le micro. Donc on avait du coup ce message de base qu'on transmettait depuis le début. Et après, simplement, au lieu de poster des vidéos de motivation, on a commencé à faire un mixte avec des vidéos qu'on crée nous-mêmes sur notre histoire, etc. Des fois, c'était juste des facecam de nous qui partageaient un message. Et des fois, c'était plus un truc un peu dans le mood de la marque, etc. Et puis après, petit à petit, là maintenant, on publie que des vidéos qu'on fait nous-mêmes. On a complètement arrêté de publier des vidéos de personnalités qui partagent des messages. Et c'est comme ça principalement qu'on a fait la transition. Là, c'est vrai que ces derniers temps, on a beaucoup travaillé aussi sur, justement, sur un peu la vibe qu'on voulait transmettre. Genre, on essaie de vraiment bien trouver l'équilibre entre la vibe et le message. Et souvent, ça va ensemble parce qu'on pousse aussi les gens à oser, à vivre. Et justement, c'est cette vibe un peu, je sais pas comment la définir vraiment, mais bon vivant, un peu qui vit des expériences, qui kiffe, mais qui en même temps est carré un peu dans sa manière de penser, qui aime vivre, mais avec de l'ambition, tu vois. Donc voilà, c'est un peu là-dessus qu'on s'est concentré et on est très content de la tournure que ça prend et les gens kiffent bien, donc c'est vraiment cool. Et comment toi tu as réussi à détacher, parce que tu l'as poussé la marque avec ta marque personnelle. Bien sûr. Comment tu as réussi à détacher de cette marque, toi? Je pense pas que je suis encore complètement détaché de la marque en vrai. Pour moi, non, en tout cas. Ouais. Ah non, non, clairement. Attends, quoi? Moi... Perso, je t'imagine d'abord toi, et puis après, Belost, c'est ton projet. Alors que l'objectif d'une brand sur le long terme, c'est de se dissocier d'une personne qui n'est pas immortelle, tu vois, pour vivre plus longtemps que son créateur. Il y a de ça. Moi, j'aime bien penser aussi que c'est beau d'avoir un fondateur qui est un peu l'image de la marque. Et je pense que aussi mes valeurs sont transmises à travers Belost. Et du coup, c'est important que je reste dans le bail et que les gens associent la marque à moi. C'est quelque chose que je veux. En plus, j'ai envie qu'on grandisse ensemble. Et quand je dis à moi, c'est à nous aussi, tu vois, avec Lucas, parce qu'il y a l'histoire de 2 potes aussi au fond. Mais c'est vrai que vu que j'ai la chaîne YouTube, etc., forcément, j'ai un impact qui est plus important. Mais c'est vrai que j'essaie de la détacher, mais pas forcément de manière très volontaire. C'est-à-dire ça se fait un peu naturellement. Il y a aussi des gens qui m'oublient un peu, mais par contre qui kiffent encore les bijoux, donc ils vont acheter un bijou s'ils en ont envie, tu vois, et si les collections leur plaisent. Mais c'est vrai que je cherche pas forcément à la détacher plus que ça. Après elle tourne, toi genre 6 mois je fais pas de promo de la marque, la marque tourne. Donc pour moi c'est un peu ça le... C'est ça que je te parlais. Voilà, tu vois, genre c'est ça un peu la finalité de ta question. Oui. Donc comment est-ce que j'en suis arrivé à là? Il faut savoir que je fais pas tout de manière consciente aussi. J'essaye, hein, mais souvent ça se fait un peu naturellement aussi. Et je pense avec le temps, là on est sur des trucs où il y a que le temps qui gagne et qui crée ce genre de choses.
À part le temps, c'est très dur, à mon avis. Mais de la répétition, peut-être avec des ads aussi, tu peux créer de la répétition chez les gens et qui voient tout le temps ta marque, sans forcément le fondateur. Mais mine de rien, les gens le verront toujours plus sur ma chaîne YouTube ou sur mon compte Insta, donc je suis toujours là, tu vois. Mais aussi le fait que simplement au bout d'un moment aussi tu as des clients fidèles qui recommandent parce qu'ils sont attachés à Belost et pas plus que ça à moi. Donc voilà, ils m'ont fait confiance à travers moi, mais derrière ils font confiance à la marque parce que le service et le produit leur ont fait kiffer. Donc je pense que ça serait comme ça aussi. Et le bouche à oreille. Tout d'un coup le gars il kiffe son bijou, il en parle. L'autre il connaît la marque parce qu'on lui en a parlé, mais il ne me connaît pas forcément moi. Donc ça développe le truc sans que ce soit attaché à moi. Ok. Et si tu avais dû monter la marque sans ta marque personnelle? Mec, j'ai pas envie de dire impossible, hein, mais très 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 compliqué. Voire, je sais pas si je me serais lancé là-dedans. Mais je pense qu'aussi, ce serait pas la marque en fait. Enfin, ce serait pas la même marque. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est une question qui est très dure à répondre parce que je fais partie de la marque. Tu vois, ça voudrait dire que la marque serait autre chose. Il y aurait pas mon histoire derrière. Il y aurait pas le truc authentique aussi. Ce serait peut-être que des bijoux et à ce moment-là, tu dois vraiment te différencier avec des designs qui sont hyper poussés, peut-être dans une niche vraiment très spécifique, donc au moins grand public. Faire des ads, encore une fois, tu dois trouver un moyen de communiquer qui est très niché et qui sera vraiment pour une audience bien précise. Je pense que la réponse, c'est un peu vraiment la niche. Je pense que tu devrais aller chercher une niche qui a très peu de concurrence, avec quelque chose d'original qui plaît, qui est dans l'air du temps, à une audience bien spécifique. Ce serait un peu ça, donc ça rend la chose très très compliquée. Et en même temps, j'aime bien aussi l'idée qu'il y ait quelqu'un au-dessus, en fait, de quelqu'un d'associé, en tout cas. Toi, je sais plus où j'avais vu ça. Mais en gros, j'avais vu un podcast où quelqu'un parlait d'abord on était sur du product market fit, après il y avait un autre truc, et puis à la fin on arrivait sur un founder market fit. Et du coup, genre, où le fondateur, en fait, où les marques du futur seraient justement des marques créées par des personnalités, parce que les gens vont plus facilement se sentir concernés et s'attacher à une personnalité, parce qu'il y a justement ce côté humain plus facilement qu'à une marque, tu vois. Et du coup, je crois assez fortement que les marques de demain sont justement des marques de personnalité qui ont des valeurs auxquelles les gens s'attachent. Mais c'est sûr que ouais, tu as un gros truc à jouer sur la partie founder product market fit. Ça, c'est sûr. Et ça se voit dans le sens où toutes les meilleures agences qui font de l'ads, eh ben, c'est des gars qui sont chauds en maths. Hein, tu vois, c'est basé sur ton expérience et sur là où tu es fort, pour le coup. Et oui, effectivement, on rentre dans une ère où, ça y est, les influenceurs commencent à comprendre que les placements de produits, c'est pas si rentable que ça, et que tu peux faire beaucoup plus en montant ta propre marque, parce que déjà, il y a eu pas mal d'arnaques. Si c'est ta marque à toi, théoriquement, tu vas pas faire d'arnaque. J'espère. Tu vas mieux la pousser, tu vas plus mettre la forme, ça va être plus naturel quand tu vas en parler. Et donc, du coup, ta communauté va suivre plus facilement. Donc, ouais, on rentre clairement dans une ère là où les gens qui ont le pouvoir, c'est les influenceurs. Et tu le vois. Et ça, on le voit depuis longtemps. Par exemple, avec Nike, qui ont tout de suite recruté qui ont Jordan. Bien sûr. Jordan, c'est un des premiers influenceurs, on peut dire. Donc, je sais pas si tu as vu le film là-dessus d'ailleurs. Non. C'est génial. Ça raconte l'histoire du recrutement de Michael Jordan, mais du point de vue de Nike. Ok. Comme quoi, en gros, le gars, il a un budget pour choper des joueurs de basket. Et en gros, il veut prendre tout le budget. Au lieu d'en prendre 3, il va payer que Michael Jordan qui est en train d'exploser. Et du coup, il se prend la tête et tout. Et le film est génial. Ça doit être fou, ouais. Donc, l'histoire de la création de la Jordan. Incroyable. Meilleur investissement. Tu savais que du coup, Michael Jordan, il a des royalties sur toutes les paires qui sont vendues. Bon, c'est une folie, ça. Dès que tu achètes une Jordan, il y a un pourcentage qui revient à ce mec-là. Ah ouais, mais c'est sûr, parce qu'en même temps, c'est son image aussi, tu vois. Et peut-être qu'il l'aurait pas vendu si c'était pas Jordan, la paire. Ça fait du sens, mais j'avoue que c'est dingue. C'est clairement grâce à lui. Ouais. Et tu sais que Nike était dans le rouge. Hein.
Parce qu'avant de vendre des chaussures, ils faisaient que de l'athlétisme. Ouais. Et donc ils sont rentrés dans le streetwear, dans le basket, dans le sport en règle générale, grâce à un seul pélo qui faisait du basket, quoi. Ouais, c'est ouf. Donc ouais, et quand tu vois ça et que tu prends du recul, tu dis bah oui, le futur c'est le personal branding. Ouais. C'est clairement ça. Et ça nous fait une magnifique transition. Si on parlait de ton personal branding, Allez. qu'est-ce que tu as à nous dire? Que je me suis jamais, je l'ai jamais conscientisé vraiment. C'est-à-dire jamais je me suis dit ah ouais mon personal branding c'est ça, etc. Je suis quelqu'un qui de très naturel en fait, qui va pas, tu vois, genre se forcer à partager ci ou ça. Enfin, je suis moi-même dans mes vidéos. Mais j'ai tendance à dire que le personal branding devrait être comme ça. J'aime pas trop le personal branding travaillé. Je suis plus de l'avis où en fait on a tous une histoire et des personnalités qui sont fortes et avec des valeurs à transmettre, peu importe lesquelles, mais c'est quelque chose qu'on a déjà en nous et que le travail de personal branding, il est plus lié à aller chercher ces valeurs en nous et notre histoire que à se l'inventer. Et du coup, c'est un peu comme ça que je le perçois. Et moi, j'ai réussi à le faire tout simplement parce que je suis rentré dans le monde du développement personnel. Et en fait, pour moi, le personal branding, c'est du dev perso, plus ou moins, tu vois, d'une manière ou d'une autre, où l'introspection que moi, en tout cas, j'ai faite pour moi, pour mieux comprendre qui je suis, pour apprendre à me connaître à travers les expériences, etc., et ben en fait, c'est ce qui a construit mon personal branding par la suite. Tout simplement parce que si j'avais pas fait cet exercice d'introspection et ces réflexions et tout ça, bah, peut-être que j'aurais transmis des valeurs qui sont pas vraiment moi. En fait, c'est plus se trouver, réussir à comprendre nos forces, faiblesses, etc. pour peut-être miser dessus. Et pour moi, c'est plutôt ça le personal branding. Enfin, je sais pas si vraiment il y a de bonnes réponses ou de mauvaises. Je pensais plutôt toi l'expert, tu vois. Et j'aimerais bien avoir ta vision aussi là-dessus. Mais en tout cas, moi, je le vois un peu comme ça. Où c'est un peu le conseil de merde qu'on te donne quand tu vas aller draguer une meuf. On te dit sois toi-même. Et que tu t'y arrives pas, en fait. Parce que t'es là, vas-y. C'est là où ça te fait encore plus stresser. Mais en réalité, quand tu arrives vraiment à être toi-même, c'est là où c'est ta plus grande force. Parce que si on te le donne, le conseil, c'est qu'il y a une raison, tu vois, derrière. Mais sauf que si tu n'y arrives pas, c'est que tu te connais pas encore assez bien et que tu n'as pas encore assez d'expérience. Souvent, le conseil, on te le donne quand c'est tes premières meufs que tu vas voir, tu vois. On te le fait pas plus tard, quand tu es à l'aise. Donc, j'aime bien le voir un peu comme ça, où c'est en fait, pour moi, réussir à transmettre ta meilleure version, en quelque sorte. Ou la version que tu aimerais être. Et c'est pour ça que ça peut pousser à des choses assez incroyables, parce que ça peut te pousser à te faire grandir, en vrai, chercher son personal branding. C'est sympa ce que tu as dit, parce que c'est ce que tu aimerais être. Quand on fait du branding technico-technique avec mes clients, notre objectif, c'est, on a des associations actuelles. Qu'est-ce que j'en pense de toi? À quelle association voulue? Tu veux apparaître comme quoi dans l'esprit de tes clients ou tes prospects? Donc là, c'est très technique. Et il y a un vrai travail, tu vois, si on veut bosser la marque employeur, parce qu'il y a un mec qui a besoin de recruter, ou un infopreneur qui veut vendre plus son offre. Tu vois, c'est quand même intéressant d'aller le chercher et de le conscientiser pour le coup. Maintenant, la définition que tu m'as donnée, elle est intéressante parce que pour moi, c'est pas la définition universelle, parce que j'aime bien la rendre plus technique, mais c'est pour moi une vision du personal branding qui est très juste, tu vois, et qui doit te ressembler. Moi, le personal branding, ça doit te ressembler, mais ça peut être OK d'incarner un personnage. Il y en a plein qui le font. Tu prends un mec qui le fait super bien, c'est Mr Bean. Ouais. Je pensais pas que j'allais sortir cet exemple-là. Hein. J'avoue. Et donc lui, tu vois, tout le monde le prend un peu pour un guignol parce qu'il a fait tellement de rôles que son image de marque, elle est associée à cette image-là. Alors que c'est un acteur extraordinaire. Je sais pas si t'as vu la scène, c'était des JO de Londres. Il est avec le piano là, comme ça. Non, j'en ai une où il est en retard chez le dentiste, je crois. Non, ou je sais plus, il est en retard quelque part et puis il se prépare en 2-2 et c'est assez drôle. Mais j'ai pas 10 000 de rêves de lui.
Mais bref, donc lui, pour le coup, il est chaud et il incarne quelqu'un. Et tu en as d'autres. Tu as JP de Salut à toi, jeune entrepreneur, qui joue clairement un rôle. Il en fait des tonnes et il s'est associé à cette marque-là. Et c'est pas lui. Tu vois, je le connais pas en privé, mais je connais les gens à qui il bosse. Il est pas comme ça, tu vois, en privé. Ah, bien sûr. Et alors que toi, je pense que tu es bien plus. Je pense que tu es pareil un peu en privé et dans ta. Moi, il y a juste un truc dans ce que tu dis, et je suis assez d'accord, c'est 100% ok de créer un personnage à partir du moment en fait où c'est compris. En fait, les exemples que tu m'as donnés, dans les deux cas, on est sur du second degré un peu. Tu vois, on est sur de l'ironie. Ouais. Mr Bean, vraiment 100%, tu vois, genre, voilà. Mais c'est vrai que tu l'imagines pas sérieux. Et c'est ça qui est assez ouf. Mais tu sais que le gars, il est pas débile à ce point dans la vraie vie, tu vois. Ouais. Et du coup, pour moi, en fait, à partir du moment où c'est clair que c'est un personnage et que c'est compris, bah c'est good. Mais pour moi, créer un personnage pour la vente, par exemple, on est sur un levier qui me fait réfléchir en tout cas à l'éthique du business, tu vois. On est sur un autre niveau, tu vois ce que je veux dire. Là, sur l'humour, en tout cas, genre 100%, je te suis, et trop cool. Tu peux créer des personnages, et c'est d'ailleurs ce que les acteurs y font, même dans des comédies, mais quand tu vas au cinéma, tu sais que c'est des acteurs. Donc, pour moi, il est là un peu le côté un peu tricky, la limite un peu. Tu peux aller jusqu'à où, en fait? Bah, c'est sûr qu'après, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Hein. Mais je pense que tu peux le nuancer dans ton discours, dans le sens où il y a des gens, pour citer par exemple un Suisse, Alec Henry, qui lui s'est dit tiens, moi je veux être vu comme ça pour faire plus de ventes, pour exploser dans le business. Et il est arrivé et il a gagné. Bien sûr. Et il le dit dans un interview, tu vois. Mais est-ce qu'il joue vraiment un rôle, ou est-ce qu'il utilise une facette de sa personnalité qui existait déjà plutôt qu'une autre pour vendre plus? Bah, d'après ce qu'il disait, il jouait un rôle au début. Mhm. Et à force de le jouer, il s'est transformé comme ça. Mais c'est parce que c'était son objectif. Ok, ouais. Donc en soi, tu vois, bah, il a fait vraiment le travail du personal branding. C'est association désirée. Je vise cet objectif. Et c'est là où tu te dis, il y a des gens, si tu fais bien le travail, tu peux vraiment atteindre des résultats extraordinaires. Et Alec Henry, il a basé tout son business sur sa brand. En vrai, c'est fou, hein. Moi, comme je t'ai dit, je ne l'ai jamais conscientisé. Du coup, c'est très dur pour moi de m'imaginer, tu vois, genre, d'imager ça. Mais c'est fou, en vrai. Et c'est super intéressant. Ça ouvre des portes de malade pour des gens qui veulent avoir des résultats, etc. En vrai, voilà. Moi, je te dis, c'est des réflexions que j'ai. Mais ça veut pas dire que c'est, tu vois, genre, c'est juste ou faux. Enfin, c'est comme ça un peu que je le vois. Mais clairement, pour moi, il n'y a aucun souci. Au final, fais un peu ta vie. Ouais, sans blague. Non, mais moi, je mets très peu d'émotion dans ce que font les gens, pour le coup. Je vois pas l'intérêt de perdre de l'énergie dans de la critique un peu sans fondement, tu vois, des choses comme ça. Ouais, de ouf. Donc, bon, il fait ça. La menace, par exemple. Ouais. Lui, il est chaud, tu vois. Et lui, pour le coup, il s'est vraiment créé un personnage pour ses vidéos. En vrai, c'est de l'acting. C'est pareil, tu vois. Mais c'est encore un. Alors, c'était de l'acting pour faire ses vidéos. Tu vois qui c'est, la menace? Ouais, je vois. J'avoue que j'ai regardé très très peu de vidéos. Vraiment pas beaucoup. Du coup, je vois un peu le personnage, genre comment il est, etc. Mais j'ai aucun avis vraiment fondé dessus. Tu vois, genre je me base sur rien, sur 30 secondes que j'ai dû voir de lui. Ouais, ok. Ouais, bah lui, pour le coup, il joue très bien avec sa marque et il s'est vraiment créé un personnage. Pour le coup, je pense que c'est vraiment un acteur. Ouais. Et quand tu le vois dans du contenu un peu plus off, tu vois bien qu'il est beaucoup plus doux et calme. Je vois ce que tu veux dire. Ouais. Donc, j'ai vu des extraits du podcast qu'il a fait avec Yomi. Ok, je sais pas qu'il avait fait un podcast avec Yomi. Il me semble sur Sans Permission. Il est passé dans Sans Permission, ouais. Peut-être. Ouais, je suis sûr pour le coup. Ok, d'accord. Et je trouvais que dans le podcast, il était différent de ce que j'avais vu en reel de lui avant, en contenu court. Bien sûr, mais en même temps, ce qui est un peu normal, quoi. Mais le contenu court, ça n'a plus de sens. Mais voilà, mais aussi, il y a un truc aussi qu'il faut prendre en compte, c'est que c'est comme l'éthique en fait avec les entreprises qui font des fringues ou des trucs comme ça. C'est la responsabilité de l'entreprise ou c'est la responsabilité du consommateur?
Et tu vois, on peut discuter pendant des heures. Et je pense que dans tous les cas, il n'y a pas de c'est lui ou c'est plutôt lui. Tu vois, genre, c'est la responsabilité un peu des deux. Mais il y a forcément une responsabilité aussi du consommateur qui doit être assez smart pour se dire, je suis sur un réseau social. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, il y aura toujours une barrière entre la réalité, parce qu'elle est là, genre je suis sur mon téléphone et le gars, je ne l'ai pas en face de moi. Donc ça, c'est factuel. Donc, il y a le fait que ce soit pas 100% lui, ça, de toute façon, tu vois. Genre, maintenant, à quel point ça peut varier, mais il y a de toute façon un décalage et tu dois en être conscient. Donc, en tant que consommateur, tu dois avoir le recul nécessaire pour comprendre aussi que certains jouent un rôle. Et ça fait partie du jeu, tu vois, genre tu peux pas en vouloir aux gars d'être différents. C'est aussi maintenant en plus de plus en plus sur les réseaux, on a des business qui se créent, donc forcément il y a la vente qui rentre en jeu, ce qui peut pousser à, à avoir des personnalités plus intéressantes pour la vente, et aussi parce que l'argent, ben, forcément ça intéresse les gens, tu vois. Donc ça peut pousser les gens à être différents, à être un peu moins eux-mêmes, etc. Donc pour moi, 100% c'est aussi aux consommateurs d'être conscient de tout ça, tu vois. À un moment, t'es grand, quoi. Ouais, exactement. Et c'est un peu le problème, c'est que t'es grand, mais la masse sur les réseaux, elle est pas grande, tu vois. Et c'est ce qui pose souci, tu vois. Un gars de 14 ans, maintenant ils sont tous sur les réseaux en plus. Bah ils ont pas ce recul, en vrai. Ouais, de moins en moins. De moins en moins. Mais encore une fois, ça reste leur responsabilité pour moi. Tu vois, genre, c'est pas au gars qui fait la vidéo qui doit se dire, ah putain, s'il y a un gars de 12 ans qui tombe dessus, il va pas capter que, tu sais, genre, il va peut-être me prendre au mot. Et tu vois ce que je veux dire? C'est pas au créateur de faire cette réflexion. À part s'il dit une folie. Ouais, en certaines mesures, mais on s'est compris. On s'est compris. Mais c'est sûr que j'ai l'impression que l'écart se creuse de plus en plus dans les consommateurs de contenu. T'as vraiment une partie qui va conscientiser la chose et qui va vraiment le prendre avec beaucoup de recul et qui va commencer à fuir. Et les autres qui vont tomber à fond, dans un cercle vicieux. Ouais, 100%. Il y a ceux qui vont vraiment tomber dedans, qui vont rentrer, enfin qui vont plonger dans le rôle, et il y a ceux qui vont complètement prendre trop de recul, tu vois. Genre moi par exemple, juste parce que je fais une pub sur Insta, il y en a qui me mettent dans la case d'un mec qui arnaque les gens, tu vois, genre instant. Ouais. Ils ont même pas vu le reste de la pub, ils ont vu publicité, un mec qui parle, ça leur a suffi, tu vois. Et c'est un recul qui est fou quand même de même pas écouter ce que je dis, tu vois. Et du coup, moi ça me choque, enfin. Mais c'est comme je dis, hein, c'est le jeu. Il y en a qui ont ce recul, peut-être qui se sont fait arnaquer une fois, et forcément après tout le monde devient, enfin comme ça, tu vois, genre. Donc. Après, moi je sais que je regarde pas le contenu sponsor. Ok. Quand je swipe. Ouais. Quand je vois le petit sur Insta, tu vois, le petit Ouais. acheter, tu vois. Et je suis en mode non, tu vois, parce que t'es là pour me vendre un truc et je suis pas là pour acheter. Donc je swipe. Tu vois. À fond. Ça m'intéresse pas. Des fois, je regarde par curiosité le truc, tu vois, mais je suis pas dans une optique de dépense, tu vois. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui s'arrivent pas à faire la part des choses. Ah oui, non, mais clairement. Donc c'est. Non, mais en fait, le problème, c'est que la majorité des gens débranchent le cerveau en allant sur le réseau. Mais complet. C'est pas facile hein, de le garder branché. Hein. Ouais, aussi. Non, mais c'est vrai. Hein. Ouais. Moi, c'est pour ça que j'ai une limite de temps. Hein. Ouais. Je peux pas rester 15 minutes d'affilée sur Insta. Ah ouais, genre, je savais pas qu'il y avait des limites comme ça. Je croyais que tu pouvais limiter genre à 15 minutes par jour. Je savais pas que tu pouvais limiter genre une suite. En fait, si, parce que moi je le limite, j'ai 1 heure. Tu vois, ah ouais, genre toi-même. Insta. Parce que t'as le réglage qui te permet de mettre des limites tout seul. Et en fait, je dis passer outre la limite. Ouais. Je me mets 15 minutes. Tu vois, si j'ai des messages à répondre, je regarde les actus. Tu vois, surtout en ce moment, je suis les JO. Ouais. Et regarder les JO en Reels, en vrai, c'est super agréable. Bah ouais, grave. Et, mais du coup, t'as vite passé 15 minutes. Et hop, t'as petit message. Ah, ça fait 15 minutes que vous êtes là. Ok, nickel. Hop, je mets le téléphone, je me mets à bosser. Donc, tu vois, tu peux. Après, maintenant, c'est comment est-ce que tu utilises les outils qu'on te donne. Hein. Oui, clairement. Donc, moi, j'ai trouvé ça, justement, c'est pour ça que je trouve que c'est notre responsabilité en tant que consommateur. Je suis bien d'accord. À partir du moment où tu as un cerveau, tu as 2 neurones qui se touchent, tu es censé être capable, si tu as été éduqué correctement, de prendre des décisions tout seul.
Donc, tu n'as jamais conscientisé ta marque personnelle, même quand tu t'es dit, vas-y, je vais proposer des produits infopreneurs. Ouais. Genre, même à ce niveau-là, parce que tu as quand même un minimum conscientisé, parce que tu travailles tes hooks. Un minimum, ouais. Tu vois. Voilà, après, qu'est-ce qui rentre pour moi dans le branding et qu'est-ce qui ne l'est pas vraiment? C'est sûr que je pense que c'est un peu difficile à délimiter. Là, tu me parles de hook. Pour moi, en faisant un hook, j'ai pas l'impression de... Ouais, quoique, je pense que tu le travailles indirectement, en vrai, clairement. Mais c'est là où, justement, tu te rends compte que je me suis jamais posé la question, tu vois. Donc, oui, c'est travailler. Je réfléchis à ce que je dis, à comment je le communique. Sachant qu'en plus, j'ai plusieurs, tu vois, genre, j'ai plusieurs personnalités, enfin, facettes en tout cas de moi, que je vais plus mettre en avant sur certains business. Par exemple, avec Belost, je vais plus mettre en avant le côté un peu peut-être esthétique, un peu aussi expérience, vivre des trucs cool, etc. Un peu le mood qu'on a et la vibe qu'on a avec Belost. Alors que, et du coup, tu sais, je vais rarement faire une blague. Par exemple, les pubs que je fais avec Created by Mathias, jamais je ferai un truc un peu dans ce style-là pour une marque de bijoux, tu vois. Alors que j'ai aussi un côté où j'adore un peu j'allais dire être marrant, mais ça veut tellement rien dire, mais j'adore je sais pas comment mettre de l'humour. Ouais, mettre de l'humour, exactement, tu vois, genre me foutre un peu de la gueule des gens, mais c'est pour j'aime bien provoquer aussi, enfin toi, j'ai aussi ce côté de la personnalité. Jamais je provoquerais avec Belost, alors qu'avec les formations ça me régale de rendre des gens fous en vrai. Et toi, le gars qui commente, et quand je vois, je suis là, mais vas-y, trop drôle, enfin ça me régale. Et du coup je le conscientise plus dans ce sens là, tu vois. Je réfléchis, je me dis ok, genre est-ce que cette phrase, est-ce que ce script là il va bien avec ce que je fais sur ce business là, et pareil avec les autres business. Est-ce que voilà, tu vois, genre est-ce que c'est vraiment ce que je veux transmettre? Ça, je me demande aussi, tu vois. Moi, avant de poster même quand je poste une story Insta, je me dis ok, qu'est-ce que ça va apporter aux gens? Parce que j'ai toujours ce truc où j'ai quand même envie de transmettre de la valeur. Il n'y a rien qui me rend un peu, enfin ça me rend fou les gens qui postent pour poster, parce que tout d'un coup t'es influenceur, donc ton taf c'est de poster. Je suis là, mais mec, si t'as rien à poster, poste rien en fait, tu vois. Et du coup, j'ai ce truc où quand je poste un truc, j'essaie de faire un minimum et penser aux gens qui me suivent, en me disant ok, qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter aujourd'hui, tu vois. Je vais rarement poster une vidéo. Après, ça peut être juste un truc cool, tu vois, genre si je fais un match de volley ou un truc comme ça, je peux faire une récap ou un truc, ça peut motiver des gens à jouer. Enfin, tu vois, genre, je dis pas que je dois forcément être posé en facecam et puis faire un script où je leur apprends quelque chose. On est d'accord, tu vois. Mais je vais pas mettre un plat de pâtes, quoi. Ok, maintenant on rentre sur le truc, si est-ce que la nourriture peut peut-être amener... Non mais tu vois, genre, après tu peux réfléchir beaucoup trop loin. Mais par rapport à ce que moi j'ai envie de transmettre, évidemment, forcément quelqu'un qui fait des recettes ou qui a juste envie de montrer ce qu'il bouffe, vas-y, fais-toi plaisir, tu vois. Mais moi je transmets plus dans le côté un peu inspi, motivation, sport, expérience et tout ça. Donc ça rentre pas forcément, tu vois. Je réfléchis un peu que ça soit en cohérence avec ce que j'ai envie d'amener aux gens, tout simplement. Ok. Bah si tu fais clairement du branding. Oui, 100%. Mais tu vas voir, si tu t'intéresses aux termes et à ce monde-là, en gros dans le branding, tu as l'élaboration de marque et c'est toute la vision que tu as créée avec que ce soit ta marque personnelle ou ta marque de bijoux. Et puis après, tu as l'exploitation. Je dis élaboration en premier, élabore, exploite. Et c'est clairement quand tu me dis, je réfléchis à la valeur et à la vision que j'avais de base pour la retransmettre dans mon contenu, c'est clairement ça, tu vois. Ouais. Et maintenant, là où le branding va un peu plus loin, c'est que, alors tu fais sûrement ce schéma de pensée, c'est ok, qu'est-ce que veut mon consommateur? Qu'est-ce qu'il attend? Et comment est-ce que je vais réussir à le séduire pour le rendre heureux en fait avec mon produit? Ouais. Parce que l'idée, c'est pas de lui vendre à tout prix un produit. C'est de lui vendre un produit qui va lui faire plaisir, qui va accompagner tout au long de sa vie, etc. Et tu vas transmettre des valeurs. Et quand il va regarder le bijou, il va se dire ouais, tu vois, ça je me rappelle, ça va peut-être le motiver à se coucher plus tôt ou à faire du sport. Et donc si du coup tu arrives à venir travailler sur cette vision de ton consommateur, bah là du coup tu vas pouvoir utiliser les bons termes, les bons hooks,
les bonnes références pour le toucher plus facilement en fait. Ouais. C'est un petit peu ça l'objectif du À branding. fond, ouais. Et donc, ok, je veux que ma marque elle soit perçue comme ça chez tel consommateur. Exactement. Ouais. Mais oui, en fait, les gens associent des fois trop, je trouve, la vente à quelque chose de négatif, alors que, comme tu dis, à la base, on vend aussi parce que on a quelque chose qui va apporter, qui va amener de la valeur à l'autre. Et non, on va pas le faire gratuit, tu vois, genre, on est sympa, tu vois, mais il y a des limites. Mais les gens associent vraiment directement la vente à quelque chose de négatif, et je trouve ça dommage parce que il y a un truc assez ouf en vrai dans la vente. Si tu proposes un produit qui est trop bien, derrière, tu peux vraiment changer la vie des gens. Alors, ok, il y a aussi des vidéos gratuites sur YouTube qui peuvent changer la vie des gens. Mais pour aller plus loin, il y a des gens qui proposent des accompagnements, etc. C'est pour ça que c'est ouvert. Je comprends la connotation négative parce qu'il y en a qui en profitent et qui du coup vendent un peu de la merde et vont pas avoir de réelle transformation pour les gens qui achètent. Et là, c'est vrai que c'est problématique. Et je comprends, tu vois, que ce soit négatif. Mais quand c'est bien fait, quand le produit derrière il est bon et que tu amènes réellement de la valeur et quelque chose de carré, qui est travaillé, etc., la vente c'est génial, c'est magnifique Ah oui. en fait. Je suis d'accord. Et le personal branding fait partie de la vente. Tu sais ce que mon grand-père il me disait quand on parlait de vente? Ne vends jamais tes produits pour 0 parce que ça veut dire que ça ne vaut rien. C'est vrai. Et c'est perçu par tes consommateurs aussi. Ouais. Qui, si tu mets un prix pas, il va se dire c'est du toc. Bah bien sûr, Alors que tu t'es dit non, je veux juste être cool. c'est clair. Donc, ouais. Ah ouais, le prix il fait partie de la vente en plus. Ouais, il fait partie de la vente. C'est du marketing. Il fait partie de l'image de marque de. Ouais. Tu vois, t'es haut de gamme, tu mets cher. Exact. Voilà. Bon, il n'y a pas que Ah ça. bah nous on a changé, on a fait un changement très simple. Tout ce qui était à... En fait au début on finissait par des prix en 89 par exemple, euros. On a tout changé et on a mis à 90. Genre, enfin, tu vois, genre on a tout arrondi au truc du dessus pour passer à la dizaine du dessus et avoir un truc rond. Parce que justement, bah, tu vois, c'est typiquement une réflexion où ça fait partie du personal branding, enfin du branding, là on est dans la marque du coup. Mais du personal branding aussi parce que c'était une sorte de volonté de ma part de dire j'essaie pas d'utiliser un biais psychologique pour te vendre. Le prix c'est ça mec. Et ça sera ça dans ta tête partout. Si tu veux le produit, voilà, c'est ce qu'il faudra, tu vois, ce qu'il faudra poser. Et j'ai aucun problème avec ça en fait. Je suis un mec, enfin c'est normal. Donc voilà, ouais, vraiment le prix, des fois des petits changements comme ça communique aussi, tu vois, ça fait partie du marketing. Très cool. C'est bien, on a parlé pas mal de Be-Lost. Est-ce que il y a des moments au-delà de ce que tu nous as raconté déjà dans l'histoire, que ce soit dans ton histoire personnelle en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, ou dans l'histoire de Be-Lost, qui a marqué des tournants assez intéressants, je sais pas, par exemple la découverte du développement personnel, par exemple, je sais pas. Dis-moi. Je pense, alors, le plus gros tournant de ma vie, de toute façon, c'est cette vidéo que j'ai faite, la première vidéo qui a explosé et qui a fait presque un demi-million de vues, qui s'appelait « Bats-toi seul », donc une vidéo de motivation. Ça a été le tournant de ma vie parce que j'étais perdu, j'étais pas bien, enfin, il n'y a rien qu'à aller, ça faisait depuis, je sais pas, des années que je faisais des vidéos, et ça marchait pas. J'étais trop déçu parce qu'en fait, j'y mettais du cœur, j'étais vraiment passionné, je travaillais comme un fou, je lâchais rien, je me suis fait chier dessus pendant des années au collège. Chaque fois que je sortais un truc, voilà, je ramassais pour ma gueule et ça payait pas, tu vois. Et je continuais quand même, malgré tout ce que je prenais, tu vois. Et c'était très frustrant. Donc quand tout d'un coup j'ai trouvé la niche qui me correspondait, parce qu'en fait avant la motivation, j'essayais un peu tout, tu vois, il y avait du gaming, il y avait du podcast, de l'humour, enfin voilà quoi, Du rap. que tu préfères pas voir. Il y a eu du rap. Tu dis ça parce que t'as vu ou non? T'inquiète. Non, sérieux. Mais non, mec, c'est nul. Mais bah, si tu l'as vu, il faut que tu m'envoies parce que je la cherche. En fait, je l'ai entendu, je sais plus où je l'ai vu, mais j'ai vu un extrait. Mec, c'est fou. Mec, si t'as retrouvé ça, vraiment, faut que tu me dises parce que je cherche ça depuis très longtemps. Dans le podcast, j'ai écouté un de tes podcasts où le mec raconte qu'il avait utilisé une techno pour prendre des trucs qui sont supprimés, mais YouTube ne supprime pas les vidéos, il les archive. Ouais. Et du coup, je crois que j'avais vu un truc comme ça. Et, Mais un podcast avec moi? Ouais.
Ok. Bah, faudrait que je le trouve du coup. Parce que ça, c'est une folie. Hein. Ça, mec, t'as pas envie de tomber dessus, gros, je te jure. C'était une reprise de. Le groupe, la section d'assaut. Ouais. Et c'était. C'était un enfant avec des problèmes d'adultes, là, Ouais. ou un truc comme ça. Et en gros, je reprenais cette musique sur. En fait, c'était l'époque où il y avait des raps sur Call of qui Oui. sortaient de fou et qui étaient grave en tendance et que les gens kiffaient trop. Et je me suis dit, en fait, je me suis pas dit, ah vas-y, je sais rapper, je vais faire ça tombe bien. Je me suis dit, ça marche, du coup, je vais faire ça même si j'ai vraiment. T'as pas les skills. Ouais, pas du tout, mais genre, quand je dis pas du tout, mec, tape. Bref. J'ai essayé ça aussi. C'est pas en ligne, hein, mais j'ai essayé ça aussi. Ah ouais? Moi, j'adore la musique et tu vois. Ouais. Maintenant, t'as des IA qui font tout à ta place. Oui, voilà, c'est très bien. Non, mais. Oui, t'as essayé plein de choses. Après, il faut essayer, c'est cool. Moi, je regrette pas, tu vois. Mais ça, justement, mec, t'imagines pas ce que j'ai ramassé. En fait, c'était, je pense, le moment le plus dur de ma vie. C'était après ce rap, d'aller en cours et qu'on ait un cours de comment ça s'appelle? En gros, Techno. ordinateur, les trucs où Ouais, tu. techno. Ouais. Vous appelez ça comment en France? On a des cours de techno. Ok, ouais. Bon, on avait ça en gros. Et tout d'un coup, genre à la pause, il y en a un qui a mis le rap et tout le monde se foutait ouvertement de moi. Et là, vraiment, je me suis décomposé, mec. En rentrant, je me suis vraiment posé. Et en fait, c'est pour ça qu'elle n'existe plus maintenant. Parce qu'en rentrant de ces cours, mec, j'ai supprimé ma chaîne carrément. Et j'ai arrêté les vidéos pendant 2 ans. Enfin, je les faisais, mais pour moi, genre, je les publiais pas, j'étais content, voilà quoi. Après, j'ai repris gentiment avec des trucs un peu sur le montage. J'avais pas mal progressé en montage à ce moment-là, justement. Et après, j'en suis arrivé à tout d'un coup, ce moment où j'ai pété un câble, où je me suis dit, mais vas-y, c'est pas possible, ça fait depuis longtemps que je fais ça, il n'y a rien qui paye, et ça me rendait fou. Donc, j'ai fait cette vidéo de motivation pour dire, si jamais persévérer, mais pas sûr que ça paye, tu sais. Et finalement, c'est cette vidéo qui a payé. Donc, dinguerie en vrai, l'histoire. Mais en même temps, je m'étais mis un peu un ultimatum où si cette vidéo, elle marchait pas, je sais pas, peut-être j'arrêtais. Je pense pas que j'aurais arrêté, mais parce que ça me tenait vraiment trop à cœur. Mais dans ma tête, en tout cas, je m'étais dit, mec, si vraiment ça marche pas, tu passes vraiment pour un clown. Parce que faire une vidéo de motivation quand t'as rien atteint dans ta vie, c'est chaud, tu vois. C'était Ouais. ma réflexion sur le moment, tu vois. Et du coup, ouais, ça a marché après. Mais parce que j'ai pas donné le choix à l'algo aussi. Oui, t'as des DM des mecs sur Twitter. Exactement, c'était l'histoire que j'avais racontée déjà. Mais ouais, ça pour moi, c'était, je pense, le plus gros tournant de ma vie. Ça a lancé ma carrière, si on peut dire ça comme ça, dans l'entrepreneuriat et sur YouTube surtout. Tu lis de la philo? Un peu, très peu, mais Ouais. stoïcisme, un peu, tout ça. Ouais. Je m'attendais à que tu sois un consommateur avéré. Non, vraiment pas. En fait, je lis très peu. Tu peux écouter. Tellement Tu peux écouter. Ouais, c'est vrai. Et j'écoute pas mal de podcasts par contre. Beaucoup de tournées. Bah, j'aime bien en vrai des trucs de dev perso, mais plus justement tourner un peu autour de la philo. Parce que je me rends compte que tout ce qui a été un peu. Même toutes les philosophies, tu vois, genre. C'est un peu c'est le fondement du dev perso. Ah oui. Et le dev perso, en fait, il a été tourné pour que ce soit grand public. C'est Donc exactement ça. voilà. C'est pour ça que je préfère justement la philo. Ouais. C'est sûr, moi quand j'ai découvert la philo, genre après le lycée, pas la philo que t'as à l'école, je me suis dit, mais en fait c'est du dev perso et c'est Bah ouais. plus profond et puis c'est Exactement. plus brut. Ouais. Puis tu sais, quand tu te dis, c'est un texte qui a survécu au fur et à mesure des âges, qui ont complètement dépassé leur créateur, tu te dis, bon, il y a peut-être un truc de vrai là-dedans, Ouais, à on fond. va écouter ça. Mais je te conseille Le Précepteur sur YouTube, je sais Ok. pas si tu connais. Ouais, je connais. Mec, moi toutes ces vidéos, je les ai bouffées. Je sais pas si t'aimes bien Dragon Ball Z. Oh mec, j'ai toute la collection chez moi. Mec, bah, il a fait la philosophie avec le point de vue de Vegeta. Oh mec, la folie gros. Mec, elle est trop bien cette vidéo. Ah, je vais regarder. Mec, je vais me mater ça. C'est en mode podcast ou tu peux... C'est que audio. Ah ouais, bah encore mieux, je pourrais mettre ça parle. dans la voiture en rentrant. Ouais, et sa voix, elle t'hypnotise. Ouais. Et du coup, vu que on va dire que le fond et la forme est agréable, bah, tu apprends et tu prends du plaisir à apprendre. Ouais, c'est fou. Ouais, et puis ce qui est bien, c'est qu'il prend pas parti. Ouais. Parce que t'as beaucoup de mecs qui racontent des choses historiques, C'est vrai. etc. Mais des fois, t'as un petit peu parti, ça balance de gauche Oui. à droite. Et bon, du coup, c'est pas. J'avoue, c'est cool de pouvoir te faire ton propre avis un C'est peu ça. là-dessus. Tout ça. Bah, la philo, je pense que c'est la base. Oui, en plus. C'est fait C'est un pour. peu là pour ça, quoi. Trop cool. Est-ce que t'as des ambitions? Oui.
conquérir le monde. En fait, j'ai de l'ambition. J'ai beaucoup d'ambition d'un point de vue process. J'avoue que j'ai un peu arrêté avec les objectifs, je te dis honnêtement. Toi, genre, tu me dis vraiment concrètement, ton objectif, il est plus vraiment basé sur ma manière dont je veux avancer, plus que la finalité. Et même pas parce que, tu sais, genre, on a toujours dit le process, c'est important, machin, le résultat, tu sais pas, t'es pas sûr et tout. Rien à voir avec ça, c'est juste que je me rends compte que le process, c'est vraiment ce qui va toucher mon bonheur un peu et mon bien-être. Et du coup, ma perf aussi dans le business et dans tout ce que je vais mettre en place sur YouTube, etc. Tu vois. Et du coup, mes objectifs ils sont vraiment liés plus à ok, comment est-ce que je vais faire en sorte que chaque jour, je vais travailler sur les choses où j'amène le plus de valeur, que je kiffe le plus et qui vont me faire avancer vers le destin qui m'attend en quelque sorte et qui soit le plus beau possible parce que ça sera le plus cohérent par rapport à qui je suis et à ce que je veux transmettre. Donc vraiment c'est ok genre ok qu'est-ce que je vais faire comme vidéo YouTube, quelles sont les vidéos qui me font le plus kiffer, ok quelles sont les vidéos où je pourrais aider le plus les gens, tu vois genre. J'ai des objectifs qui sont par exemple me faire kiffer de fou en créant des vidéos parce que c'est ma passion. J'ai un autre objectif qui est plus lié à aider les gens parce que j'ai envie, enfin il n'y a rien de plus beau que de recevoir un message d'un abonné qui me dit mec t'as changé ma vie, etc. Donc ça fait partie aussi de mes objectifs. Mais au final ils sont pas vraiment posés sur un papier, tu vois. Je sais ce que je veux au fond de moi dans ma vie, j'ai envie de transmettre des bonnes valeurs, une bonne vision. J'ai envie de changer la vie des gens, de les pousser vers l'avant, de les pousser à créer parce que je me suis rendu compte que c'est ce qui, moi, m'avait sorti du trou en quelque sorte et c'est un trait de ma personnalité, l'aspect un peu créatif qui est juste fou. Je m'estime trop chanceux en vrai que ce trait soit ressorti et que j'ai persévéré à le faire ressortir toutes ces années-là, tu vois. Donc c'est un peu ça, mais tout ce que je mets en place, du coup, c'est pour atteindre un peu cette vision plus que ces objectifs, tu vois. Donc, ouais, c'est plus par rapport au process qu'au résultat, vraiment. Et mes ambitions, elles sont vraiment liées à ma vision de grandir moi et de faire grandir les autres. Ok, très cool. Tu connais Ali Abdaal ? Ouais. Pas perso, mais... ouais, c'est un peu... Ouais, bien de ouf. J'aime beaucoup sa vision de la productivité. Tu la vois ou pas ? Non. Je sais qu'il allait me dire un truc, non. Ali Abdaal, son objectif, il a sorti un bouquin là-dessus, c'est que les process doivent littéralement t'amener au bonheur. Ok. Pas genre productivité, machin, gagner plus de temps dans sa vie. Non, c'est... tu processises pour gagner du temps, pour passer du temps avec ta famille, pour passer pour les choses que t'aimes, et pas faire les choses que t'aimes pas. Et en fait, être heureux. C'est ouf en vrai. Et en fait, je trouve ça très bien parce que quand on parle process, ça paraît très froid, sans âme. Et tu mets un objectif qui est le bonheur, qui est genre tout sauf palpable et trop compliqué à définir. Et je trouve ça vraiment sympa. Et moi, c'est une vision que je partage. Donc, mais tu sais que c'est super intéressant parce que ça me fait développer un peu la réflexion de ma réponse d'avant. Tout simplement parce que des fois, j'ai ce truc aussi où je me dis, genre, t'as trop d'ambition et tu veux les atteindre, tu vois. J'ai envie de... Tu sais, j'ai vraiment envie que YouTube, ça prenne de fou et que je puisse atteindre, je sais pas, des grands nombres d'abonnés et toucher beaucoup de monde, même sur Insta. J'ai envie de pouvoir regrouper des gens qui se poussent vers le haut et tout. Et pour moi, je suis vraiment pas satisfait de ce que j'ai pu créer jusqu'à maintenant à ce niveau-là, même si j'ai une communauté en or. Mais pour moi, vraiment, j'ai vraiment envie de faire grandir ça, tu vois. Et des fois, je me dis, pour ça, je dois vraiment je dois vraiment bosser comme un baiser. T'as capté? Il fait chaud. Ouais, l'air pro qui a failli venir comme ça toute seule. Je suis mort. Non, mais du coup, ouais, vraiment, si je veux y arriver, je suis obligé de bosser comme un fou. Et du coup, en fait, dans ma manière de voir la chose, je me suis dit, mais tu peux pas t'enfermer à bosser. Maintenant, je fais gaffe. Tu peux pas t'enfermer à bosser dans
et te mettre mal, genre à un point où t'es pas bien, où tu fais de l'anxiété tout le temps, etc. Tu peux pas, genre tu dois trouver une manière de bosser et que en même temps tu sois heureux de ce que tu fais. C'est le seul moyen pour que tu t'en sortes, tu vois. Et du coup, en fait, ces objectifs liés au process, ils sont justement là pour me rendre plus performant et pour atteindre du coup mes ambitions. Alors que si tu réfléchis pas forcément au niveau process, à ce que tu veux mettre en place, tu vas partir en te disant ok, mon objectif c'est ça, et tu vas essayer de faire un sprint dessus sans forcément réfléchir à ta santé mentale, à ta manière de tenir sur le long terme et donc à persévérer dans cet objectif-là. Et c'est pour ça que pour moi c'est trop important de prendre en compte ce côté bonheur pour que aussi, tu sais, genre, il y a un truc qui est factuel que les gens ne se rendent pas forcément compte, mais la plupart de nous, on va pas atteindre nos objectifs, tu sais. Genre vraiment long terme, genre nos rêves. Il y a un pourcentage, il y a qu'un très petit pourcentage des gens qui vraiment atteignent des rêves. On a tous des très grands rêves, tu vois. Et genre si tu prends vraiment la masse de la population, vraiment, je suis désolé, mais je sais pas si tu partages ça, mais pour moi, vraiment, factuellement, il y a un petit pourcentage qui arrive vraiment. Mais ça dépend de tes objectifs, toi aussi. Et ça dépend aussi de ce que c'est pour toi réussir, etc. Et c'est justement là où le côté bonheur, il intervient. Si au final, tu mets en place un process où tous les jours, tu es heureux de faire ce que tu fais, bah même si tu n'atteins pas ton objectif, tu réussis ta vie. Il me semble que c'est ça un peu, tu vois, l'idée. Et tu auras essayé et tu n'auras pas de regrets parce que tu auras push. Mais j'ai ce côté aussi de gros charbonneur où juste j'ai envie de travailler 14 heures par jour tout le temps et voilà. J'ai un peu ces deux mentalités et des fois je jongle et j'essaie de prendre le curseur pour que justement je pousse la limite tout le temps vers le charbon, mais j'essaie de vraiment juste pas la dépasser pour pas aller en burn-out et quand même rester heureux, etc. Mais je pense que ça vient beaucoup aussi de l'entourage, le bonheur, etc. Tu vois. Ça c'est vrai. Donc ouais. Après, moi je pense que dans la vie, en tant qu'entrepreneur, tu vois, où tu suis pas forcément un chemin qui est préécrit. C'est, quand je dis préécrit, c'est tu vas à l'école, tu prends un CDI et tu augmentes dans la hiérarchie. C'est nous, on crée notre propre route. Et dans cette mentalité-là, je pense qu'il y a deux dimensions qui sont obligatoires. C'est un moment où tu vas être en mode ok, je vais créer des opportunités. Et tu as d'autres moments où je vais utiliser ces opportunités que j'ai créées pour tryhard, tu vois, et avancer, exécuter en fait. Parce qu'à un moment, t'as beau dire ce que tu veux, tu vois, faut actionner, faut exécuter, faut se mettre dans sa grotte et avancer. Parce que personne ne va le faire à ta place. C'est pas en papillonnant et en rêvant que tu vas atteindre tes objectifs, tu vois. Donc, ouais. Et question intéressante, est-ce que t'es heureux ? Ouais, à fond. Ouais. Clairement, franchement, je serais un peu... aussi, je me sentirais mal de dire que je suis pas heureux, tu sais. Avec... mais après, heureux veut pas dire que j'ai pas de moments où je me sens pas forcément bien, etc. Mais par contre, je suis heureux parce que j'aime bien la trajectoire que je prends. Et justement, comme je te disais au début du podcast, je trouve que cette légèreté de vie, elle est super importante et elle me permet justement d'être heureux. Cette légèreté de pouvoir faire, tu vois, genre, de pouvoir juste être moi-même. Déjà juste ça, tu sais. Dans la société où justement ça parle beaucoup, où beaucoup portent des masques, etc. De pouvoir être moi-même et me sentir bien, je t'avoue que c'est un truc de ouf en vrai. Déjà juste ça. Après, bien sûr, t'as tout le reste avec pouvoir échanger avec une communauté, genre c'est incroyable aussi de pouvoir faire ce que tu veux tes journées, enfin ce que tu kiffes en tout cas, peut-être pas forcément ce que tu veux passer des limites, mais en tout cas faire ce que je kiffe chaque jour, incroyable. Faire du sport à un niveau de compète incroyable. Et tu vois, genre, c'est un tout où je me dis, waouh, folie, tu vois. Mais au final, ce qui me rend le plus heureux, c'est un truc qui est accessible à tous. Le premier dont je t'ai parlé, c'est la légèreté de vie. C'est ce qui, pour moi, est le plus accessible. Et ce qui te rend peut-être le plus léger, en tout cas. Heureux, je sais pas, mais léger. Ouais, c'est cool. Au niveau de la simplicité, ça règle beaucoup de problèmes, je trouve. Ouais, je suis d'accord avec toi. Juste le fait de te dire, pas de problème. La situation a beau à se complexifier et on va trouver une solution, tu vois. Ouais.
Ça ressemble, ça a un lien direct avec le personal branding où, en fait, c'est réussir à, peu importe, faire des choix qui sont en accord avec tes valeurs, tout simplement. C'est que quand t'es toi-même, en fait, tu vas pas faire des choix pour d'autres trucs, en fait, quand t'es en accord avec toi. Enfin, tu vas savoir dire non au moment où ça dépasse tes limites. Mais tu dois te connaître et je trouve que c'est ça qui est assez intéressant en grandissant, c'est que je me rends compte que je me connais de plus en plus et du coup je sais quand dire non, je sais quand prendre ce choix-là, quand aller chercher la difficulté, quand profiter. Je sais profiter quand j'ai l'occasion de profiter aussi. Toi, c'est tous des trucs qui pour moi, il y a quelques années, j'avais beaucoup de peine quand même. Donc j'aime bien la trajectoire en tout cas. Ouais, ça sent que t'es à l'aise avec et Ouais. t'es dans la zone, tu vois. C'est pas mal. Bon. Faisons appel à tes compétences. Waouh. Effaçons ton image de marque. Ton nom disparaît de la surface du globe. Plus personne ne te connaît. Qu'est-ce que tu fais? Bon, en vrai, c'est ce que j'ai déjà un peu fait, mais, mais de manière un peu plus simplifiée, je pense que je partirais directement faire des services de freelance en vidéo, parce que je pense que ma compétence la plus forte, c'est ça, et en même temps, c'est ce qui me passionne le plus. Donc j'ai déjà deux choses où je peux très facilement déjà créer une première vidéo pour faire un portfolio, et ensuite la proposer du coup à des clients, et trouver des clients très rapidement aussi. Mais parce que la compétence que j'ai développée, elle est quand même assez élevée, toi, je peux assez facilement me démarquer. Voilà, je pense que si vraiment j'étais personne et que je devais aller chercher un revenu stable et être bien financièrement, je pense que je partirais là-dessus. Après, je pense que je continuerai à faire des vidéos YouTube, même si je suis personne. Hein. À mon avis, j'en ferai toujours maintenant, même si ma vidéo sur la motivation, elle avait jamais pété. Parce que j'aime trop. Et puis, toi, maintenant, tu sais, je dis ça avec 200 000 abonnés, mais même quand j'en avais 1000, je te la vas-y, c'est quand même 1000 personnes, tu sais. Et mine de rien, ça reste une communauté. Tu peux, alors, certes, plus petite que 200 000, mais c'est une communauté, et ces 1000 personnes, tu les poses devant toi, tu peux avoir des discussions de ouf, tu vois. Est-ce que vraiment tu as besoin. Une suffit. Tu vois. Ouais, exactement. Donc je pense que clairement, j'aurais continué les vidéos YouTube. Peut-être sur Insta, il y aurait eu un truc à faire. Parce que même avec les Reels et tout ça, je pense que tu peux facilement créer une communauté qui est dans ton mood, avec un peu la même mentalité que toi. Et du coup, créer assez vite des échanges et des interactions avec la communauté. Donc juste, je ferais ce que je fais. Mais c'est vrai que financièrement, j'aurais besoin de ce côté freelance. Parce qu'à un moment donné, il faut manger, quoi. Et voilà. Le bonheur ne remplit pas le frigo. Ouais. Après, par contre, si vraiment tu me poses toutes les compétences, plus tu me donnes un bonus de une connaissance que je garde, je pars sur l'infoprenariat. Parce que je peux vendre sans avoir de communauté avec les pubs. Ah ouais, donc là, Ok. Non, mais tu gardes tes compétences et tes connaissances. Hein. Ah ouais, connaissance aussi. Ouais. Ok, ouais. Bah, alors, connaissance, tu veux dire... Non, mais c'est pas quelqu'un de connu, c'est vraiment un mec avec qui je bosse. Ok, ouais. Ok. Bah go, alors vraiment, je pense que je fais de la... Bah en fait, je change rien du coup. Tu commences. Ouais, vraiment. Donc tu connais un mec qui est genre vraiment trop chaud en ads qui fait... Ouais, bah en fait, je travaille avec depuis 3 ans, il s'appelle Maxime. Ok. Et à la base, il avait une agence, donc je travaillais avec son agence, ils étaient 2, maintenant ils se sont dissous. Mais en fait, à la toute base, avant même de travailler avec l'agence, je travaillais déjà qu'avec Maxime. Après, ils ont créé le truc. Donc on avait commencé pour faire des ads sur Belost, mais lui, il n'était pas forcément expert en ads pour les e-commerce. Il était vraiment expert pour l'infoprenariat. Donc quand je me suis lancé dans les formations, on a continué de travailler ensemble. Et là, maintenant, ça fait 3 ans, gentiment, qu'on travaille ensemble. Lui, il fait toute la partie marketing, les tunnels, etc. Et tout aussi le media buying, donc les ads. Il script aussi les ads. Donc ouais. On travaille vraiment de manière complémentaire sur le biz et c'est vraiment cool. Et avec lui, je pense que je peux aller chercher
Bah en fait vraiment maintenant je fais quasiment presque plus de pub en fait sur l'infoprenariat. Je pense que c'est pour ça que toi aussi t'as pas cette vision de moi en tant qu'infopreneur, parce que moi-même sur mes canaux j'en parle quasiment jamais en fait. Et c'est un luxe de fou mec. Gros, vraiment c'est le meilleur truc qui me soit arrivé en tant que créateur de contenu, de pas avoir à chaque post ou chaque truc dire inscrivez-vous à la formation gratuite. T'as capté, tu vois. Ouais. Donc ça c'est un truc de fou, trop cool en vrai. C'est aussi ça va dans cette voie de légèreté. Ouais, tu m'étonnes. Tu peux nous parler un petit peu du coup, parce que justement on sait pas. Tu peux nous parler un petit peu de ta formation? Ouais. En fait là la formation à la base c'était vraiment axé sur le montage vidéo, parce que c'était mon skill le plus poussé, et que pendant 10 ans j'ai fait que ça, et je passais mes nuits à chercher comment faire tel effet. J'allais même sur plein de logiciels différents pour faire de la 3D, pour faire des compositions, pour faire du montage, etc. Donc vraiment j'ai acquis des compétences de fou en m'enfermant dans ma chambre pendant des années, parce que j'avais envie de devenir un monstre là-dedans, parce que j'étais passionné. Et du coup je me suis dit en fait c'est une compétence que beaucoup aimeraient avoir, tout simplement parce que les commentaires sur mes vidéos c'était ça quoi. C'est mec, ton montage il est dingue, on voit que tu travailles, que tu passes du temps et tout, et franchement ça fait plaisir à voir, et c'est clairement ma marque de fabrique. Je pense que n'importe qui maintenant me connaît sur YouTube en tant que quelqu'un qui travaille ses montages et qui va faire quelque chose d'un peu de poussé, etc. Après je me suis rendu compte en fait que la création de contenu c'était pas juste le montage pur et dur, et que tout le côté storytelling, je travaille aussi depuis autant d'années et naturellement, mais en même temps, moi-même, je me suis formé avec d'autres formations sur le storytelling, etc. Et ça fait... Et ça vient vraiment ajouter un truc en plus. Après, tout d'un coup, il y a la compréhension de l'algorithme qui, avec les années, j'ai pu développer ça aussi. Et tout d'un coup, il y a l'infoprenariat. Et tout d'un coup, j'ai quand même créé une marque d'e-commerce. Donc, en fait, j'ai réuni un peu tout ça dans une seule formation qui est pour vraiment créer du contenu. Si tu veux devenir créateur de contenu, il y aura tout dedans, tu vois. Et j'aime trop parce que ça me permet aussi de transmettre ce que j'apprends encore maintenant, au jour le jour, dans la formation pour la compléter encore plus. Et les gens peuvent aussi suivre une évolution et se dire, ok, genre sur les trends un peu du moment, sur ce qui marche, ce qui fonctionne, parce que forcément, il n'y a pas tout ce qui fonctionnait avant qui fonctionne maintenant. Donc il y a vraiment une évolution et une sorte de mise à jour tout le temps, constamment sur la formation, où j'essaie de... juste transmettre ce que j'apprends encore maintenant. Mais il y a vraiment une bonne base qui est du coup sur tous ces domaines-là. Et aussi, ça m'a permis de mettre des mots sur ce que j'ai fait depuis tout petit de manière naturelle. Et que du coup, maintenant, ça m'a permis aussi d'analyser et de me dire, ok, si ça avait marché, ça, c'est pour telle ou telle raison. Donc, tu vas peut-être pouvoir le remettre en place pour la suite. Alors qu'avant, si tout d'un coup quelque chose marchait, je ne me posais même pas forcément la question. Je me disais, allez, la prochaine, je vais faire une vidéo sur un truc qui n'avait rien à voir, tu sais. Et du coup, c'était pas forcément cohérent. Vraiment, je m'écoutais. Je m'écoutais que moi et pas forcément les codes du créateur. Donc, j'ai essayé de mettre ça en place et c'est assez ouf. Et c'est un truc que j'ai fait avec du coup tous les domaines de la création de contenu. Et on arrive sur des process vraiment carrés où tu peux suivre vraiment. C'est une sorte de marche à suivre. En fait, on commence tout le temps on a 3 niveaux en fait. On a la pré-production, tu vas réfléchir à tout comment tu veux créer. C'est là où il n'y a pas typiquement le personal branding, où tu veux transmettre ça, etc. De telle manière, sur quelle plateforme, quelles seront tes forces, tes faiblesses, machin, etc. Tout ce qui est un peu introspection, donc pré-production. Après, tu as tout ce qui est script aussi, donc comment tu vas écrire tes vidéos pour communiquer de la manière dont tu veux et tout ça. Après, tu as la deuxième partie qui est... Je fais vraiment un résumé de fou, tu vois, genre dans pré-production, tu as un module de baiser sur le storytelling par exemple aussi, tu vois, donc c'est pour comprendre et avoir toutes les notions qu'il te faut, comprendre les algos, donc tout ça. Après, tu as un autre niveau qui est la production, donc justement, je l'ai dit avant, j'ai mis dans la mauvaise les scripts, mais donc écrire, préparer les tournages, tourner, ça fait aussi partie de la production. Et derrière, tu as la post-production, là on arrive vraiment sur le montage, on a même un module sur les intelligences artificielles, donc vraiment en fait tout ce que j'ai appris, tu sais, j'ai appris plein de trucs aussi avec Photoshop parce que j'ai dû faire des miniatures, donc tous les skills, même ça, toi, je le pose. Donc tout ce que j'apprends sur les intelligences artificielles, je le pose. Et en vrai, ça me fait vraiment une bibliothèque aussi de tout ce que je connais, de toutes mes compétences et connaissances. Donc ça fait un truc vraiment assez énorme en vrai. Mais tout est fait pour que
ce soit facile pour l'utilisateur de suivre, tu vois, genre c'est carré, genre il y a une suite logique, c'est une marche à suivre, t'as qu'à aller dans l'ordre si vraiment t'as pas envie de réfléchir. Les cours ils sont montés, genre c'est pas moi qui me parle pendant 1 heure, je scripte mes cours aussi. Donc comme ça, vraiment, je sais ce que je dis et je fais pas perdre du temps aux gens qui regardent les cours parce que je sais que les gens veulent apprendre aussi de manière rapide. Donc j'ai vraiment mis tout en place pour que ce soit agréable à suivre et pour qu'il y ait le maximum de connaissances et de compétences en un minimum de temps, tout simplement. Et derrière, voilà, c'est un peu ça que je fais. Et derrière, il y a encore tout le côté justement comment monétiser l'audience quand tu l'as développé, etc. Donc avec soit l'infoprenariat ou alors l'e-commerce. Clean. Ou les placements de produits et tout ça, quoi. Ok, carré. Pas mal. On arrive à la fin. T'avais pas Ah mec, j'avais un happening cadeau de fou. Attends mec, je te le donne maintenant parce que je t'ai dit en plus au début du podcast, je vais repartir avec. Donc déjà un petit bijou. Hein. Putain, tu rigales. J'ai vu que t'en portais pas, donc après je sais pas si. Ah ouais, enfin là c'est un collier en l'occurrence. Ok, trop bien. Je peux l'ouvrir là? Ouais, bien sûr, vas-y. Ça c'est trop stylé. En plus, il y a une petite. Attends, se perdre, c'est le meilleur moyen de se retrouver. Ah, j'adore. C'est vrai que j'ai jamais trouvé de collier. Ça c'est la chaîne. Ah, il y en a plusieurs. Ah oui, non, c'est la chaîne plus le bijou. Plus le pendentif, ouais. Oh là là. Ah, il est clean. J'espère que tu kiffes. Hein. De ouf. Moi, je suis un breton en plus, moi. Donc, la mer. Ça te parle, ouais. Ok, trop bien. Incroyable. C'est génial. C'est trop cool, merci. Bah, je suis content que ça te plaise. Ouais, de ouf. Et j'ai un autre truc aussi, tu vas te marrer. Parce que tu m'as parlé que tu avais une marque de fringues. Ouais. Et là, justement, on voulait faire un t-shirt. Ouais. Et hier, j'ai reçu genre le premier prototype de notre t-shirt. Et mec, c'est un échec. En fait, le design est lourd, moi je l'aime bien. Ouais. Mais mec, la forme, la shape du t-shirt, ah oui. C'est une catastrophe. Vas-y, tu vas te marrer. T'inquiète, je suis passé par là aussi. On a fait des tests et tout. On voulait justement ce côté un peu oversize. Ouais. Et mec, on a foiré. Tu vas te marrer, regarde. C'est mal comme il est large, juste le truc. Large, mais pas long. Il est plus large que long. Ça fait croque-top. L'angoisse, mec. Ah ouais, putain, on va voir ton nombril là, mec. Horrible, mec. Ok. Mais peut-être qu'il faut une grande taille en fait. Mais mec, non, parce que moi, normalement, je porte du L. Ouais. Et là, je prends du M pour avoir un truc au niveau de la largeur qui est correct, quoi. Et là, je pense que c'est un S et je peux le porter. Et au niveau de la largeur, c'est toujours trop gros, quoi. C'est un combien? Ah non, ça, c'est un XL. Ok, j'ai craqué. Mais ouais, laisse tomber, trop dur, mec. Vraiment, les shapes. Autant le design, c'est tranquille, ça passe. Mais les shapes de t-shirt et tout, c'est un délire. Hein. Vraiment, c'est trop compliqué. Ouais, je suis d'accord. Nous, on s'est basé sur un modèle qui existait déjà. Ok. Donc ça va. Ouais, c'est safe. Ça fait trop chier. À fond, ouais. Bah, c'est gentiment ce que je vais faire. Oui. C'est très bien. Ok, bah écoute, est-ce que tu as un petit mot de la fin pour nos viewers qui sont restés jusqu'à la fin? La caméra est à toi. Le petit mot de la fin. Tu dis ce que tu veux. Ok. Bien dans le micro. Bien dans le micro. Alors écoutez, merci de nous avoir écoutés. C'était un bon moment qu'on a passé ensemble. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Just Brand et de liker la vidéo, de partager, etc. Et de mettre en avant justement les projets qui sont travaillés, où les mecs font les choses bien, qui se battent, parce que c'est ça qui fait kiffer. Et voilà, essayer de transmettre ce genre de projet, c'est cool, quoi. Merci. Merci beaucoup pour ce petit mot. C'était Arthur et Mathias pour un épisode de Just Brand. Travaillez bien.